Retrouvons les dames du roman derrière les volets clos qui quittent précipitamment Orléans pour gagner Nantes par la Loire. Dans ce second opuscule intitulé Les filles de la Loire, nos luronnes ne changeront pas d'activité et exerceront le plus vieux métier du monde qu'est de la fosse, dans une maison à l'encre de marine, dont l'auteur Michel Gastine nous permet de pénétrer les secrets et les travers. Un roman taillé sur mesure pour séduire tous les appétits textuels. Mais en attendant, prenons le bateau avec ces dames. Lorsqu'un dernier méandre eut définitivement effacé la silhouette de leurs amis, les trois luronnes portèrent leur attention sur leur environnement immédiat. Elles avaient bien remarqué au départ du port de la Poterne qu'hormis les convois, les sapines et les chalands dont les lignes de flottaison affleuraient au fil de l'eau et restaient prudemment à quai, seuls des gabarres isolés avaient largué les amarres. De fait, il ne fallait plus espérer rencontrer quelqu'un montant en lutte contre le flot trop impétueux. Les navigants se trouvaient donc grosso modo livrés à leur propre force, sans pouvoir attendre un quelconque secours fluvial par trop hasardeux. Elles jaugèrent avec circonspection l'esquif qui semblait frêle et pâteau sur les rapides tourbillonnants qui l'entraînaient à vive allure, et qui ne répondait à la gouverne qu'à retardement ou en rechignant. Son identité, la Notre-Dame du Salut, s'étalait en toutes lettres sur plusieurs ustensiles ou appareaux de bord, ce qui laissait à croire, à tort espérait-elle, que les mariniers ne comptaient pas uniquement sur leur expérience et habileté pour se tirer des embûches rencontrées durant le serpentement du fleuve. Cela fit tiquer Julie. Elle se trouvait sur le pont d'une sorte de barge qui mesurait un peu plus de 20 mètres pour 7 de large. Au centre se dressait un mât unique surplombant le pont d'une quinzaine de mètres, articulé à la base et au sommet duquel claquait une sorte d'oriflamme délavée et effilochée. Il supportait une grande voile carrée qui, visiblement, ne pouvait remplir son office que par vent battant sur l'arrière, ou à la rigueur par léger vent de travers. Du mât jusqu'à environ 2 mètres de la poupe se devinait la cabane à voyageurs, un édicule dont le toit de bois ne dépassait guère les rambardes. Derrière la cabane et par conséquent vers la poupe était placé un cabestan qui permettait de redresser le mât qui devait être abaissé au passage des ponts. Sur la partie avant, vers la proue, se tenait le cabanier, auquel un bandeau grisâtre sur l'œil droit avait valu le surnom de borgnard. C'était un grand échalas tout sec, avec une moustache chiffournie qu'elle camouflait la bouche, qu'on ne devinait qu'au cri tonitruant qui en sortait. L'œil unique assez malicieux ne suffisait pas à illuminer un visage buriné de dieu marin. Sous ses ordres s'activait un équipage fort réduit de 2 mariniers. L'un était cramponné au gouvernail. L'autre, la perchaude à la main, écartait des bordées les objets flottants. Il répondait à des surnoms fort suggestifs. Bas du cul pour le premier, ce qui décrivait assez bien un courteau jovial d'une force peu commune. Ce sobriquet, au cours du temps, s'était transformé en baculard, par un curieux cheminement du langage. Bec salé pour le second, dont le nez violacé et le tremblement des mains ne méritaient pas d'autres commentaires.
Le borgnard invita avec une cordialité bourrue les 3 femmes à prendre possession de leurs locaux réservés. Après la descente d'une demi-douzaine de marches, elles accédèrent à une sorte de hutte qui était divisée par une cloison sommaire en 2 pièces carrées, sans ouverture autre que les portes de sortie ou de communication, et 2 lucarnes latérales au cagibi postérieur. La carrée la plus proche de la sortie était attribuée aux hommes, la plus éloignée aux femmes, qui ne risquaient pas ainsi d'être surprises dans leur pudeur par des passages intempestifs. Comme vous pouvez vous en rendre compte, la première partie du roman nous permettra de suivre les aventures de ce bateau et de ses curieux passagers sur une rivière en pleine débâcle. Ce sera ainsi l'occasion d'apprécier la vie des voyageurs qui s'aventuraient pour un périple sur l'eau. Si le trait est naturellement un peu forcé, le lecteur prendra plaisir à suivre les péripéties fluviales de cette drôle de compagnie. Ce roman est à découvrir à la bibliothèque du Liger Club de l'Orléanais.